Très bien, allons-y. Numéro 10, l'hypothèse de l'univers mathématique. En 2007, le cosmologiste Max Tegmark du MIT a publié un article proposant quelque chose que la plupart des physiciens considéraient comme absurde. La réalité n'est pas seulement décrite par les mathématiques. La réalité, c'est les mathématiques. Chaque particule, chaque force, chaque instant de conscience est une structure mathématique existant indépendamment de tout substrat physique. Les équations ne sont pas des outils que nous avons inventés pour modéliser l'univers, elles sont l'univers. Ce qui rend cette théorie profondément troublante, c'est la chaîne logique qu'elle crée. Si la réalité est purement mathématique, alors elle n'a pas besoin d'un support physique pour exister. Une structure mathématique n'a pas besoin de matière, d'énergie ou d'espace pour être réelle. Elle existe tout simplement, comme le chiffre 7 existe, que quelqu'un le compte ou non. Notre univers serait une structure parmi un paysage infini de possibilités mathématiques, chacune tout aussi réelle, aucune n'étant plus fondamentale qu'une autre. Les implications dissolvent la frontière entre le réel et l'imaginaire. Chaque structure mathématique cohérente constituerait son propre univers, peuplé d'êtres qui croient que leur réalité est physique. Ils sentiraient le vent, ils verraient les étoiles, ils tomberaient amoureux, pleureraient à leur mort et ne soupçonneraient jamais que toute leur existence n'est qu'une relation abstraite entre des nombres. Nous ne vivrions pas dans un univers qui obéit par hasard à des lois mathématiques. Nous serions ces lois qui s'expérimentent elles-mêmes de l'intérieur, confondant le motif avec la substance parce que nous n'avons pas le cadre pour percevoir la différence. Ce qui rend cette théorie particulièrement troublante, c'est son irréfutabilité de l'intérieur. Une entité mathématique à l'intérieur d'une structure mathématique n'a aucun moyen de déterminer qu'elle n'est pas physique. Chaque test que vous pourriez concevoir, chaque mesure que vous pourriez prendre serait elle-même une opération mathématique donnant un résultat mathématique. Vous pourriez passer une éternité à chercher la fondation physique de la réalité sans jamais la trouver parce qu'il n'y a rien sous les équations. Les mathématiques ne décrivent pas la réalité. Les mathématiques sont tout ce qu'il y a jamais eu. Numéro 9, l'argument de la simulation des ancêtres. En 2003, le philosophe Nick Bostrom de l'université d'Oxford a publié un trilemme qui hante physiciens et philosophes depuis plus de 20 ans. Son raisonnement était précis. Si des civilisations avancées peuvent simuler des êtres conscients, et si même une fraction d'entre elles choisit de le faire, alors les esprits simulés surpasseraient les esprits réels de milliards contre 1. La conclusion statistique est inévitable. Vous n'êtes presque certainement pas un organisme biologique vivant dans la réalité de base. Vous êtes une simulation fonctionnant sur un matériel que vous ne pouvez pas détecter, créé par des êtres dont vous ne pouvez pas connaître les motivations. Les mathématiques ne nécessitent pas de technologie exotique. La puissance de calcul actuelle double environ tous les 2 ans. D'ici quelques siècles, voire quelques décennies, l'humanité pourrait théoriquement simuler des civilisations entières avec des habitants conscients. Si nous pouvons le faire, d'autres l'ont déjà fait. Et s'ils l'ont fait, ils ont lancé des milliers de simulations, chacune contenant des milliards d'esprits convaincus d'être réels. La probabilité que vous existiez dans la seule réalité de base, plutôt que dans l'une des innombrables réalités simulées, tend vers 0. Mais l'argument de la simulation des ancêtres contient une dimension plus sombre que la plupart des gens ne perçoivent pas. L'article original de Bostrom identifie 3 possibilités, et 2 d'entre elles sont sans doute pires que de vivre dans une simulation. Soit chaque civilisation se détruit avant d'atteindre la capacité de simuler, ce qui signifie qu'une catastrophe attend notre espèce, soit chaque civilisation qui atteint cette capacité choisit de ne jamais lancer de simulation, ce qui suggère qu'elles ont découvert quelque chose sur la conscience ou la réalité d'une telle horreur qu'elles refusent de continuer. L'option la plus rassurante est que nous soyons déjà simulés. Les autres explications exigent soit l'extinction de la civilisation, soit une connaissance si terrible qu'elle change définitivement les comportements. Ce qui rend ce scénario particulièrement terrifiant, c'est la dépendance qu'il engendre. Votre existence dépend entièrement du fonctionnement continu d'un système sur lequel vous n'avez aucune influence, maintenu par des entités dont vous ne pouvez connaître les intérêts. La simulation pourrait être mise en pause, modifiée ou arrêtée à tout moment, et pour n'importe quelle raison. Vous ne le sauriez jamais. Un cycle de calcul, vous existez. Au suivant, vous n'existez tout simplement plus. Numéro 8, le principe holographique. En 1993, le physicien Gerard de 't Hooft a proposé une idée qui a ensuite été perfectionnée par Leonard Susskind à Stanford pour devenir l'un des défis mathématiques les plus rigoureux jamais formulés contre la réalité physique. Le principe holographique affirme que toutes les informations contenues dans n'importe quel volume d'espace peuvent être décrites par des données encodées sur la frontière de cette région. L'univers tridimensionnel que vous percevez pourrait être une projection issue d'une surface bidimensionnelle située à la limite du cosmos. Ce n'est pas de la philosophie. Cela découle de la thermodynamique des trous noirs. Lorsque Stephen Hawking a calculé que les trous noirs possèdent une entropie proportionnelle à leur surface plutôt qu'à leur volume, cela a impliqué quelque chose de révolutionnaire.
L'information dans notre univers est proportionnelle aux surfaces, pas au volume. C'est la signature d'une projection holographique, pas d'une réalité tridimensionnelle. En 2017, des chercheurs de l'université de Southampton ont publié une étude trouvant des preuves substantielles que notre univers est cohérent avec les modèles holographiques. Les données du fond diffus cosmologique, la lumière la plus ancienne de l'univers, correspondaient aux prédictions de la cosmologie holographique aussi précisément qu'aux modèles standards. La profondeur tridimensionnelle que vous percevez, la distance entre vous et l'écran que vous regardez, pourrait être une illusion élaborée générée par des informations encodées sur une surface plane située à une distance infinie. Ce qui rend le principe holographique particulièrement troublant, c'est ce qu'il implique pour votre expérience de l'espace. Chaque pas que vous faites, chaque objet que vous touchez, chaque distance que vous avez jamais parcourue n'existe qu'en tant que motif sur une frontière que vous ne pourrez jamais atteindre. Le volume lui-même pourrait être une projection. La sensation d'un espace tridimensionnel qui vous entoure pourrait être aussi illusoire que la profondeur apparente d'un hologramme. Vous ne vous déplacez pas à travers la réalité. Vous êtes un motif qui se déplace à sa surface. Numéro 7, le problème du cerveau de Boltzmann. Dans les années 1870, le physicien Ludwig Boltzmann étudiait la mécanique statistique de l'entropie lorsque ses équations ont abouti à une implication qu'il n'avait jamais prévue. Dans un univers d'un âge ou d'une taille suffisante, des fluctuations thermiques aléatoires finiront par produire n'importe quelle configuration possible de la matière, y compris un cerveau entièrement formé, doté de souvenirs d'une vie qu'il n'a jamais vécue. L'argument statistique est dévastateur. Il faut beaucoup moins d'énergie et une organisation des particules bien moins improbable pour générer spontanément un seul cerveau conscient que pour produire un univers entier contenant ce cerveau. Un esprit désincarné flottant dans l'espace vide, doté de souvenirs fabriqués, a donc infiniment plus de chances d'exister qu'un cosmos cohérent avec 13,8 milliards d'années d'histoire continue. Les mathématiques suggèrent qu'il est statistiquement plus probable que vous soyez un cerveau de Boltzmann formé il y a une seconde avec de faux souvenirs de la lecture de cette phrase, plutôt qu'un véritable être humain dans un véritable univers avec un passé authentique. Votre enfance, vos relations, le petit déjeuner d'hier, tout cela pourrait n'être qu'un agencement accidentel de particules codant des expériences qui n'ont jamais eu lieu. Le cerveau n'existerait peut-être qu'une fraction de seconde avant de se dissoudre à nouveau dans le bruit thermique. Mais pendant cet instant, sa conviction d'une existence continue serait absolue. Ce qui rend le problème du cerveau de Boltzmann particulièrement troublant, c'est que la cosmologie dominante le prend au sérieux. Ce n'est pas une expérience de pensée, c'est un véritable problème en physique théorique qui limite les modèles de l'univers considérés comme viables. Les cosmologistes rejettent activement les théories qui produisent trop de cerveaux de Boltzmann, non pas parce que le concept est absurde, mais parce que ces théories rendraient notre réalité observée statistiquement impossible. Le fait que les physiciens doivent concevoir leur modèle du cosmos pour éviter cette conclusion suggère que celle-ci est dangereusement proche de la vérité mathématique. Numéro 6. L'interprétation de l'automate cellulaire. En 2014, le physicien lauréat du prix Nobel, Gerhard T. Hooft, a publié un cadre détaillé proposant que l'univers fonctionne comme un automate cellulaire, un système computationnel où des règles simples appliquées à une grille de cellules produisent un comportement complexe par itération. Chaque événement quantique, chaque interaction de particules, chaque force de la nature pourrait être le résultat d'un algorithme discret s'exécutant étape par étape sous l'apparente continuité de la réalité. Ce concept a des racines profondes. Dans les années 60, le mathématicien Konrad Zuse a proposé que l'univers soit littéralement un ordinateur. Le physicien John Wheeler a résumé cela en 3 mots qui sont devenus un principe fondamental de la physique numérique. It from bit. Chaque particule, chaque champ, chaque élément de la réalité physique découle de l'information binaire. La matière n'est pas fondamentale, c'est l'information qui l'est. La physique que nous observons est ce à quoi ressemble le calcul vu de l'intérieur du système. Ce qui rend cette interprétation particulièrement troublante, c'est la preuve inscrite dans la nature elle-même. La vitesse de la lumière n'est peut-être pas une propriété de l'espace. Elle pourrait être une limite de vitesse de traitement, le taux maximal auquel le calcul sous-jacent peut mettre à jour les cellules adjacentes. L'indétermination quantique ne reflète peut-être pas un véritable hasard, mais un embranchement computationnel, l'automate explorant plusieurs voies avant de se résoudre à un seul résultat. La longueur de Planck et le temps de Planck, les plus petites unités significatives d'espace et de temps, pourraient représenter la taille des pixels et la fréquence d'horloge. L'univers présente exactement les propriétés que l'on attendrait d'un système numérique. Des unités minimales discrètes, un taux maximal de transfert d'informations, des niveaux d'énergie quantifiés, une résolution probabiliste des états. Aucune de ces caractéristiques n'est requise par une réalité physique continue. Elles sont toutes nécessaires dans une réalité computationnelle. L'aspect le plus troublant n'est pas la possibilité que nous vivions à l'intérieur d'un calcul.
C'est que nous n'aurions aucun moyen de distinguer un univers physique d'un univers qui ne fait que calculer l'apparence de la physicalité. De l'intérieur, les deux semblent identiques. Numéro 5. Les anomalies du fond diffus cosmologique. En 2013, le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne a produit la carte la plus détaillée jamais réalisée du fond diffus cosmologique, le rayonnement résiduel issu des premiers instants de l'univers. Les données auraient dû confirmer nos modèles d'un cosmos lisse et homogène, né d'un Big Bang uniforme. Au lieu de cela, elle a révélé quelque chose qui trouble discrètement les cosmologistes depuis plus de 10 ans. L'univers possède une direction privilégiée. Le fond diffus cosmologique contient une caractéristique que les scientifiques appellent l'axe du mal, un terme inventé par la cosmologiste Kate Land à Oxford. Les motifs de température à grande échelle dans le rayonnement de fond s'alignent le long d'un axe spécifique d'une manière que la cosmologie standard ne peut pas expliquer. La probabilité que cet alignement se produise par hasard dans un univers véritablement aléatoire est inférieure à 1 sur 1000. Les données montrent également une asymétrie hémisphérique, où une moitié de l'univers observable présente des fluctuations de température légèrement différentes de l'autre. De plus, il existe une mystérieuse tache froide s'étendant sur des milliards d'années-lumière qui ne trouve aucune explication conventionnelle. Ces anomalies partagent une implication commune. Elles suggèrent que l'univers possède une structure à des échelles où aucune structure ne devrait exister, des motifs imprimés sur la réalité elle-même qui indiquent quelque chose au-delà de la physique standard. Dans un véritable univers physique issu d'un événement quantique aléatoire, on s'attend à une uniformité à grande échelle. Dans une réalité construite ou calculée, les conditions aux limites et les contraintes architecturales pourraient produire exactement le type d'asymétrie directionnelle que révèlent les données de Planck. Ce qui rend ces anomalies particulièrement troublantes, c'est la réaction de la communauté scientifique. Plutôt que de les considérer comme des preuves contre les modèles actuels, la plupart des cosmologistes les classent comme des curiosités statistiques et passent à autre chose. L'alternative selon laquelle l'univers présenterait des signatures d'artificialité à la plus grande échelle observable est une conclusion que la science dominante n'est pas prête à affronter. Numéro 4. Le problème de l'ajustement fin. L'univers fonctionne selon environ 26 constantes fondamentales, des nombres comme la constante gravitationnelle, la masse de l'électron et la force de l'interaction nucléaire forte. Aucune de ces valeurs ne peut être déduite à partir des premiers principes. Elles semblent avoir été fixées arbitrairement, mais modifiez-en une seule d'une fraction de % et la réalité s'effondre. Si la constante cosmologique différait d'une partie sur 10 à la puissance 120, aucune galaxie ne se formerait. Si la force nucléaire forte était plus forte de 2%, l'hydrogène ne pourrait pas exister et les étoiles non plus. Si le rapport entre la force électromagnétique et la force gravitationnelle changeait ne serait-ce que d'une infime marge, aucune planète dans l'univers ne pourrait soutenir une chimie complexe. La précision requise pour qu'un univers soit capable de produire des observateurs conscients est si extrême que le physicien Roger Penrose a calculé la probabilité à 1 sur 10, à la puissance 10, à la puissance 123, un nombre si grand qu'il contient plus de chiffres qu'il n'y a de particules dans l'univers observable. Ce degré d'ajustement précis n'a que 3 explications. Un multivers infini où toutes les combinaisons existent et où nous observons la rare qui fonctionne. Un concepteur délibéré qui a fixé intentionnellement les valeurs, ou un environnement programmé où les constantes ont été choisies comme paramètres d'entrée. L'explication du multivers ne fait que repousser la question d'un niveau, car il faut bien que quelque chose génère le multivers lui-même. Un concepteur soulève plus de questions qu'il n'en résout, mais un environnement programmé explique l'ajustement précis avec une élégante simplicité. Les constantes sont arbitraires parce que quelqu'un les a choisies, comme un développeur de jeu qui définit les valeurs de gravité et de friction avant de lancer un moteur physique. Ce qui rend le problème de l'ajustement précis particulièrement terrifiant, c'est sa précision. Ce n'est pas un simple calibrage grossier. C'est une optimisation à des centaines de décimales près sur des dizaines de variables indépendantes simultanément. Ce niveau de spécificité coordonnée n'apparaît pas dans la nature, il apparaît en ingénierie. Troisièmement, la mécanique quantique est le problème de la mesure. En 1801, Thomas Young a réalisé l'expérience des deux fentes et a observé quelque chose que la physique ne peut toujours pas expliquer complètement plus de 2 siècles plus tard. Des particules envoyées individuellement à travers 2 fentes créent un motif d'interférence, se comportant comme des ondes lorsqu'elles ne sont pas observées. Mais dès qu'un détecteur mesure par quelle fente la particule passe, l'interférence disparaît. La particule se comporte alors comme une particule. La réalité semble changer son comportement fondamental selon qu'elle est observée ou non. Le physicien John Wheeler a étendu ce concept avec son expérience du choix retardé, démontrant que la décision d'observer peut rétroactivement déterminer ce qu'une particule a fait dans le passé. Un photon qui a déjà traversé les fentes changera de comportement en fonction d'une mesure effectuée après coup. Le présent modifie le passé. La chronologie se réorganise elle-même pour rester cohérente avec l'observation. Ces résultats ont été confirmés des milliers de fois dans des laboratoires du monde entier.
Ils ne sont pas contestés, mais leurs implications sont stupéfiantes. La réalité ne semble pas exister dans un état défini tant qu'elle n'est pas observée. Avant la mesure, les particules existent en superposition, occupant tous les états possibles simultanément. L'acte d'observer force la réalité à choisir. C'est précisément ainsi qu'une simulation efficace fonctionnerait. Un système disposant de ressources informatiques limitées ne rendrait pas l'univers entier dans les moindres détails à chaque instant. Il ne rendrait que ce qui est observé et laisserait tout le reste dans un état probabiliste indéfini jusqu'à ce qu'un observateur conscient force la résolution. Le problème de la mesure n'est pas une bizarrerie de la mécanique quantique. Il pourrait s'agir d'un protocole d'optimisation, une façon pour la réalité d'économiser de la puissance de calcul en refusant de traiter ce que personne ne regarde. Ce qui rend cela particulièrement troublant, c'est qu'après 220 ans, aucune interprétation de la mécanique quantique n'explique pleinement pourquoi l'observation est importante. L'univers se comporte exactement comme s'il n'existait que lorsque quelqu'un y prête attention. Numéro 2, l'hypothèse de la simulation et la pixelisation à l'échelle de Planck. En 2012, les physiciens Silas Bean, Zoré Davoudi et Martin Savage de l'Université de Washington ont publié un article proposant un test direct pour savoir si notre univers est une simulation. Leur raisonnement était élégant. Toute simulation fonctionnant sur une grille informatique discrète produirait des artefacts observables aux plus petites échelles, de la même manière que les images numériques révèlent des pixels lorsqu'on zoome suffisamment. Notre univers possède une grille. La longueur de Planck, environ 1,6 fois 10 puissance moins 35 mètres, représente la plus petite unité de distance significative. En dessous de cette échelle, l'espace lui-même cesse d'avoir une structure cohérente. Le temps de Planck, environ 5,4 fois 10 puissance moins 44 secondes, représente la plus courte durée significative. La réalité semble être quantifiée, divisée en fragments discrets, plutôt que de s'écouler de façon continue. Ce ne sont pas seulement des limites de mesure. Elles semblent être des limites de résolution, des frontières fondamentales en dessous desquelles l'univers ne contient pas d'informations. L'équipe de Bean a identifié une signature spécifique qui confirmerait une computation artificielle. Les rayons cosmiques d'énergie ultra élevée devraient me présenter des asymétries directionnelles si l'espace est une grille cubique plutôt qu'une variété continue. Des observations préliminaires de la distribution des rayons cosmiques ont révélé des motifs intrigants, bien que les résultats restent non concluants. Mais le problème de fond persiste, indépendamment de toute expérience isolée. Une réalité physique continue n'a aucune raison de présenter des unités minimales. La continuité devrait s'étendre à l'infini vers le bas. L'existence d'une quantification à l'échelle de Planck est exactement ce à quoi on s'attendrait d'un système numérique à résolution finie, et cela n'a aucune explication satisfaisante dans un modèle qui suppose que l'univers est fondamentalement physique. Ce qui rend cette théorie particulièrement terrifiante, c'est à quel point elle devient testable. Nous pourrions être en train d'approcher du moment où nous pourrons détecter les lignes de la grille sous-jacente à la réalité. La question est de savoir si le système permet à ses habitants de découvrir la vérité sur leur propre nature ou si la prise de conscience elle-même déclenche des conséquences que nous ne pouvons pas anticiper. Numéro 1. Le renouveau de l'idéalisme transcendantal et les modèles où la conscience prime. En 1781, le philosophe Emmanuel Kant a soutenu que l'espace et le temps ne sont pas des caractéristiques de la réalité elle-même, mais des cadres cognitifs imposés par l'esprit pour organiser l'expérience. Pendant 2 siècles, la science a rejeté cela comme étant de la philosophie. Puis, en 2019, le scientifique cognitif Donald Hoffman de l'Université de Californie à Irvine a publié une démonstration mathématique utilisant la théorie des jeux évolutifs, montrant que la sélection naturelle ne favorise pas les organismes qui perçoivent la réalité avec exactitude. Elle favorise les organismes qui perçoivent la réalité de manière utile. Son théorème, la forme physique l'emporte sur la vérité, montre que, dans tous les environnements possibles, les organismes adaptés à percevoir la réalité objective sont éliminés par ceux qui perçoivent les avantages en termes de survie. L'évolution n'a pas conçu votre cerveau pour voir ce qui est réel. Elle a conçu votre cerveau pour voir ce qui vous maintient en vie. Les implications sont stupéfiantes. Chaque expérience sensorielle que vous avez eue, chaque couleur, son, texture et relation spatiale est une interface propre à l'espèce et non une fenêtre sur la réalité objective. Le bureau de votre ordinateur affiche des dossiers et des corbeilles, des icônes utiles qui vous aident à naviguer dans le système. Mais ces icônes ne ressemblent en rien aux motifs de tension et aux états magnétiques qu'elles représentent. Hoffman soutient que toute votre expérience perceptuelle de la réalité est le même type d'interface. L'espace, le temps, les objets physiques, même les autres personnes sont des icônes dans un bureau cognitif qui dissimulent la véritable nature de ce qui existe en dessous. Le physicien Nima Arkani Hamed de l'Institute for Advanced Study est arrivé indépendamment à des conclusions compatibles depuis le domaine de la physique. Ses travaux sur l'amplituèdre, une structure géométrique qui calcule les interactions entre particules sans référence à l'espace ou au temps, suggèrent que l'espace-temps lui-même n'est pas fondamental.
Cela émerge de quelque chose de plus profond, quelque chose qui n'implique ni localisation, ni durée, ni extension physique. L'espace et le temps pourraient être des constructions générées par notre esprit, et non des propriétés que l'univers possède. Ce qui rend cette convergence entre la philosophie, la biologie évolutive et la physique théorique particulièrement terrifiante, c'est sa complétude. 3 disciplines indépendantes sont arrivées à la même conclusion par des méthodologies totalement différentes. L'univers que vous percevez n'est pas simulé par un ordinateur externe. Il n'a jamais été réellement physique à la base. La réalité telle que vous l'expérimentez est une hallucination calibrée par des millions d'années d'évolution, une interface utilisateur conçue pour assurer la propagation de vos gènes sans aucune ressemblance structurelle avec ce qui existe réellement. Vous ne pouvez pas regarder au-delà de l'interface car votre conscience est l'interface. Chaque instrument que vous construisez, chaque expérience que vous concevez, chaque observation que vous faites est filtrée à travers le même cadre perceptuel qu'a construit l'évolution pour cacher la vérité. Vous n'êtes pas en train de découvrir la réalité. Vous naviguez sur une carte qui n'a jamais été conçue pour correspondre au territoire, et le territoire pourrait bien être quelque chose qu'aucun esprit humain n'a été fait pour comprendre. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant et n'oubliez pas de vous abonner.